Si on s'intéresse à la France et à la Guyane et à la Martinique, on se rend compte qu'aux Antilles, finalement, on a commencé à utiliser la chlordécone en 1973. 1976, aucune action de nos gouvernements. Et il a finalement fallu attendre 1993 pour voir l'interdiction de la chlordécone. Il en résulte donc une forte pollution des sols et une exposition de la population générale, et pas uniquement du professionnel, donc de l'agriculteur, au travers de son alimentation. Donc je vais vite passer sur le plan. Je vais donc d'abord vous rappeler les principales propriétés physico-chimiques de la chlordécone, car elles vont conditionner sa toxicocinétique. On verra ensuite la toxicité de la chlordécone. Je ferai un tout bref rappel sur la notion d'évaluation des risques. Et après, nous attaquerons les données chez l'animal et les quelques données chez l'homme, et notamment les 3 études épidémiologiques disponibles pour les Antilles. Donc, au niveau des propriétés physico-chimiques, la chlordécone est définie comme étant un polluant organique persistant qui va donc s'accumuler au long des chaînes alimentaires et persister dans notre environnement. Les sociétés qui ont synthétisé les insecticides essayaient d'avoir des molécules qui étaient stables chimiquement de manière à ne pas répéter les applications et que ces molécules soient extrêmement lipophiles de manière à pouvoir être facilement absorbées par les insectes et du coup les tuer également facilement. Ce qui fait qu'avec la chlordécone, on se retrouve avec un composé qui est très stable chimiquement, qui est peu volatile, qui va donc rester sous sa forme solide. Il a en plus la particularité d'être très fortement absorbé aux particules du sol. Et donc, il en vient une très forte rémanence dans l'environnement, ce qui fait que sa demi-vie dans l'environnement, c'est finalement le temps pour que sa concentration diminue de moitié, est comprise entre 4 et 46 ans. Vu que c'est un polluant organique persistant, son usage a fait l'objet d'interdiction au niveau de la communauté européenne et de façon plus large au niveau international. Après, ce composé est très lipophile, ce qui va favoriser son absorption, parce que finalement, pour qu'une molécule soit absorbée, il faut qu'elle passe la membrane plasmatique qui est très riche en lipides, et cette forte affinité avec les lipides va favoriser sa pénétration dans la cellule. Elle va donc se distribuer dans les tissus où elle a une très forte affinité, donc le tissu adipeux, ce qui fait que, comme tous les polluants organiques persistants, elle va s'accumuler tout au long de la chaîne alimentaire. Et il ne faut pas oublier que finalement, nous, en tant qu'humains, nous sommes les prédateurs finaux de la chaîne alimentaire. Donc là, juste une petite diapo pour vous montrer que si on regarde le phytoplancton, on va se retrouver avec des centièmes de ppm. Si on passe au zooplancton, on n'a plus que des dixièmes. Si on regarde les perlants, on a carrément des ppm. Sur la truite fardée, qui est finalement le prédateur de l'éperlan, on a à peu près 5 ppm. Et quand on arrive au niveau des œufs de goéland argentés, on a carrément des centaines de ppm. Nous allons maintenant aborder la toxicocinétique, en commençant par l'absorption. Donc au niveau des données expérimentales qui sont disponibles, c'est des données essentiellement issues d'études chez le rongeur, chez le rat et la souris. Il existe également quelques études qui ont été entreprises chez la gerbille, mais également chez le cochon. De façon surprenante, aucune donnée n'est disponible pour les expositions par voie pulmonaire. On a uniquement des données suite à des expositions par voie orale ou par voie cutanée. Par voie orale, la chlordécone étant très lipophile, elle va être fortement absorbée et on estime que 90% de la dose par voie orale va être absorbée chez le rat, ce qui est quand même énorme. D'autant plus que cette absorption sera très rapide dans le temps. Au niveau cutané, la barrière cutanée étant quand même riche en lipides, l'absorption sera faible. On estime quand même à 10% de la dose absorbée chez le rat. Par contre, il faut se souvenir que l'épaisseur de l'épiderme va influencer. Effectivement, le rat a un épiderme plus fin que l'homme, donc on va surestimer quelque part l'absorption. Par contre, hélas, pour le professionnel qui appliquait la chlordécone, généralement, on mettait la chlordécone dans un solvant organique qui, lui, va favoriser son absorption au niveau cutané. Au niveau des données chez l'homme, donc c'est uniquement, bien sûr, des données issues de l'épidémiologie, on se rend compte que lorsqu'on essaye de doser la chlordécone dans des milieux biologiques, on la retrouve très facilement dans le sang, dans le tissu adipeux et globalement dans tous les tissus qu'on a voulu étudier. Au niveau de l'exposition, pour le professionnel, donc pour l'agriculteur, c'était essentiellement une exposition par voie pulmonaire lors de l'épandage de la chlordécone. Par contre, pour la population générale, l'exposition va se faire par voie orale à travers l'absorption d'eau, au contraire, d'aliments contaminés.
Ce qui fait que si on s'intéresse aux taux sanguins qui donc vont montrer une absorption, au niveau des travailleurs d'Hopwell qui étaient exposés à de très fortes doses de chlordécone, on arrive à des taux de l'ordre de 12 mg par litre, ce qui est énorme, sachant qu'un médicament, comme exemple, c'est des taux aux alentours du nanogramme, voire du microgramme par litre. Chez les résidents d'Hopwell, donc qui étaient finalement des voisins de l'usine, on a des taux qui sont de l'ordre de 0,325 mg par litre. Donc on est là quand même encore à des microgrammes par litre, c'est énorme. Et une étude de Luc Mutinier sur le cancer de la prostate montre que finalement, il y a une augmentation du risque de cancer de la prostate dès des taux de l'ordre du microgramme par litre. En ce qui concerne sa distribution, sur ce tableau, vous avez la distribution de la chlordécone. Il vaut mieux regarder la deuxième colonne sur la droite, où finalement c'est rapporté à la concentration sanguine. De façon surprenante, on se rend compte que la chlordécone est principalement distribuée dans le foie, alors qu'étant très lipophile, si elle se comportait comme par exemple les autres composés organiques persistants lipophiles tels que la dioxine, on devrait notamment la retrouver dans le tissu adipeux. Là, finalement, il y a à peu près 2 fois plus de chlordécone dans le foie que dans le tissu adipeux. Et cette très forte concentration de chlordécone dans le foie s'explique par sa fixation aux protéines plasmatiques, mais également aux lipoprotéines, notamment les HDL. Et globalement, lorsqu'on fait un prélèvement sanguin, on estime que le taux circulant de chlordécone représente à peu près 10% de la charge corporelle. Au niveau des données, cette fois-ci, chez l'animal, finalement, elles confirment la distribution préférentielle de leur chlordécone dans le foie et le tissu adipeux. Par contre, il faut se souvenir que la chlordécone étant très lipophile, elle va faire passer très facilement les barrières biologiques. Donc du coup, elle va passer très facilement la barrière hémato-encéphalique. Il va en résulter de la neurotoxicité. Elle va passer également la barrière hématoplacentaire, ce qui fait que la maman qui a été exposée à la chlordécone va hélas également exposer son bébé in utero à la chlordécone. Et pour finir, vu qu'elle est très lipophile, ça veut dire que la chlordécone va également passer dans le lait. Donc la maman qui va allaiter son bébé, même si elle va lui apporter les anticorps liés à la lactation, hélas, elle va également exposer son bébé à la chlordécone, vu que la chlordécone va se passer dans le lait. Au niveau de son métabolisme, la chlordécone manque de chance et peu métabolisée. Généralement, la métabolisme permet de rendre plus polaire le composé chimique et de l'éliminer plus facilement, vu qu'il va être hydrosoluble. Là, la chlordécone est très faiblement métabolisée chez la mammifère. On sait qu'elle est en partie réduite par la chlordécone alcool, l'aldokétoréductase. On le retrouve également ça chez le cochon. Par contre, chez le rat et la souris, qui sont généralement les modèles de toxicos qui sont utilisés dans les études expérimentales, la chlordécone n'est pas réduite par l'aldokétoréductase. Cette chlordécone peut également être en partie glucuronoconjuguée, notamment son alcool, ce qui fait que finalement, la chlordécone va pouvoir être éliminée dans la bile, majoritairement sous forme inchangée, et pour son alcool, sous forme conjuguée. Généralement, lorsqu'on s'intéresse au métabolisme, on va quand même regarder si la molécule n'est pas susceptible d'induire les enzymes qui sont impliquées dans la dégradation des médicaments et des produits chimiques. Ce sont notamment les cytochromes P450 qui vont être majoritairement responsables de cette dégradation des composés exogènes. Et on s'est rendu compte que la chlordécone active un facteur de transcription qui est le facteur PXR. Ce facteur de transcription PXR, hélas, va réguler le fameux cytochrome P453. Donc là, vous avez des données en bas à droite sur l'induction de l'expression du 3H chez la souris. Et le souci de ce P453, c'est qu'à lui tout seul, il va dégrader plus de la moitié des médicaments qui sont métabolisés chez l'être humain. Donc même si à l'heure actuelle, il n'existe aucune donnée, on peut quand même anticiper le fait qu'il risque d'y avoir des interactions médicamenteuses, notamment pour des médicaments à très faible index thérapeutique, donc des médicaments dont la dose efficace est très proche de la dose toxique. Et parmi ces médicaments à faible index thérapeutique métabolisés par le cytochrome P453, on va retrouver la cyclosporine et le tacrolimus. Et donc, du coup, on peut anticiper déjà le fait que la chlordécone risque de réduire l'effet thérapeutique de la cyclosporine et du tacrolimus. Après, je rassure, lorsqu'on a une greffe, il y a quand même une adaptation de posologie de la cyclosporine qui est réalisée de manière à normaliser les taux.
Au niveau de son élimination, vu que la chlordécone est majoritairement éliminée par voie biliaire, on va le retrouver essentiellement dans les fesses. Il existe également une légère sécrétion gastro-intestinale. Par contre, dans notre tube digestif, nous avons des bactéries de la flore commensale. Ces bactéries vont exprimer des enzymes qui vont cliver les glucuronoconjugués, donc finalement relibérer la chlordécone sous sa forme lipophile, ce qui va conduire à une réabsorption, et ça participe donc à la très longue demi-vie plasmatique de la chlordécone. Après, pour la limiter, on peut utiliser de la cholestéramine qui va fixer la chlordécone et ça permet quand même de réduire de moitié cette demi-vie. Par contre, vous voyez que cette demi-vie est énorme vu qu'elle est comprise chez le travailleur entre 63 voire 128 jours. Et je rappelle que la demi-vie, c'est uniquement le temps nécessaire pour baisser la concentration de moitié. Ce qui fait qu'effectivement, avant d'éliminer la chlordécone, il va falloir attendre très très longtemps. Alors ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas les mêmes données que pour le DDT. On sait que par exemple le DDT, on est avec du DDT dans notre tissu adipeux et on va mourir avec du DDT dans notre tissu adipeux. Je pense que pour la chlordécone, ça sera exactement la même chose, mais pour l'instant, il n'y a aucune donnée scientifique pour le prouver. Maintenant, quelques mots sur l'évaluation du risque, notamment du risque alimentaire. D'abord, on va essayer d'identifier un danger. C'est finalement voir qu'une substance qui ne devrait pas être présente dans l'alimentation va avoir des effets néfastes pour la santé. Une fois qu'on a démontré ça, il va falloir essayer de caractériser le danger. Donc, on va essayer de voir quelles sont la nature des effets néfastes, essayer de mettre en évidence une existence de relation effet-dose, et ça va nous permettre finalement de définir ce qu'on appelle, nous toxicologues, des valeurs toxicologiques de référence. En parallèle, on va évaluer l'exposition au travers de la consommation des aliments, et du coup, après, on va comparer nos apports par rapport à la valeur toxicologique de référence. Si l'apport est inférieur à la valeur toxicologique de référence, théoriquement, il n'y a pas de risque pour la santé. Par contre, si l'apport est supérieur, là, il va y avoir un risque pour la santé. Pour estimer l'exposition, ça, c'est relativement simple. On va, pour chaque aliment, déterminer la quantité consommée, voir le niveau résiduel de la substance étudiée. Puis finalement, on va multiplier la consommation de chaque aliment par son niveau résiduel. On va sommer les apports et diviser par le poids corporel pour avoir des doses en milligrammes ou nanogrammes par kilo. Pour la valeur toxicologique de référence, on va utiliser des études expérimentales qui sont entreprises chez l'animal. On utilise essentiellement les études de toxicité aiguë et de toxicité chronique. Et donc là, on voit d'emblée qu'il y a un énorme biais avec la chlordécone, vu qu'elle a un effet disrupteur endocrinien. Cet effet n'est pas mis en évidence au travers des études toxicologiques classiques où on va étudier de très fortes doses, alors que les perturbateurs endocriniens vont être efficaces à de très faibles doses. Donc du coup, on voit qu'effectivement, ce contrôle du risque au niveau de l'alimentation, hélas, ne va pas être valide et qu'il va falloir, j'espère, dans les années futures, faire évoluer un peu le schmilblick. Après, lorsqu'on va essayer de voir les approches, il y a deux approches. Des effets seuil, ça c'est pour la majorité des composés, et des effets sans seuil, ça c'est uniquement pour les molécules qui sont cancérogènes et génotoxiques. Donc du coup, notre valeur toxicologique de référence, ça va être une dose critique qu'on va diviser par UF, c'est des facteurs d'incertitude. Et ces facteurs d'incertitude, lorsque l'étude n'est pas réalisée en suivant les bonnes pratiques de laboratoire, du coup, on va lui mettre des pénalités supplémentaires, c'est ce qu'on appelle les MF. Ces valeurs toxicologiques de référence, il y en a deux. Une qui va estimer le risque chronique, c'est ce qu'on appelle la dose journalière admissible, et une qui va estimer le risque aigu, c'est ce qu'on appelle la valeur de référence aiguë. Généralement, en tant que dose critique, on va essayer le plus souvent d'utiliser ce que nous, les toxicologues, appelons la NOAEL. C'est finalement la plus forte dose qu'on peut administrer à un animal sans voir apparaître d'effets nocifs. Lorsqu'hélas, on n'arrive pas à déterminer une NOAEL, du coup, on va travailler avec la LOAEL, qui est finalement la dose minimale pour induire l'apparition d'un effet nocif. Une fois qu'on a cette NOAEL, on va la pondérer avec nos fameux facteurs d'incertitude. Là, il y en a deux. Un qui va tenir compte de la variabilité interespèce, donc du passage de l'animal à l'homme. On a un premier facteur 10. Un deuxième qui va tenir compte de la variabilité interindividuelle au sein de l'espèce humaine,
qui est un nouveau facteur 10, ce qui fait qu'au minimum, on va pondérer notre NOAEL par un facteur 100. Et lorsque les données ne sont pas issues d'études suivant les bonnes pratiques de laboratoire, donc qui ne suivent pas les guidelines des agences réglementaires, ben on va rajouter des pénalités supplémentaires en partant du principe qu'il ne faut courir aucun risque. Ce qui fait qu'en 2003, l'AFSA a proposé une première dose journalière admissible qu'elle a réévaluée en 2007. Elle s'est basée sur des études de toxicité aiguë et chronique chez le rat. Au niveau de la toxicité aiguë, ben, ils ont pris comme effet critique des effets neurotoxiques, ce qui fait qu'on arrive à une RFFD de l'ordre de 10 microgrammes par kilo et par jour. Par contre, pour la toxicité chronique chez le rat, ben, ils ont tenu compte de l'atteinte de la fonction rénale, et on va voir que cette atteinte de la fonction rénale n'existe pas chez l'espèce humaine, ce qui a conduit finalement à définir une DJA de l'ordre de 5 microgrammes par kilo et par jour. Donc là, on va commencer à aborder vraiment la toxicité en regardant les données expérimentales chez l'animal. Donc ces données sont essentiellement issues d'études suite à des expositions par voie orale. Chez la souris, on va observer une atteinte neurotoxique avec des tremblements, de l'hyperexcitabilité. Du coup, la souris va perdre sa motricité, elle a du mal à accéder à sa nourriture et donc du coup, ça va conduire à une diminution du poids et de la consommation de nourriture. Ce qui fait que les auteurs suggéraient potentiellement une atteinte des voies dopaminergiques. Après, chez le rat, on a à peu près les mêmes résultats, avec en aigu une exagération de la réponse aux stimuli, et en subchronique, des tremblements. Par contre, je vous ai noté la DL50, donc c'est une DL50 relativement importante, ce qui fait que dans l'absolu, en cas d'exposition aiguë, on ne peut pas classer la chlordécone comme étant un composé extrêmement toxique. Au niveau des études sur les autres tissus, ben on observe de la néphrotoxicité. Ça, c'est quand même pour des doses relativement importantes de l'ordre du 0,25 mg par kilo et par jour. Ça, au niveau des analyses biologiques, ben on voit une augmentation de l'urémie, une présence de protéinurie, une augmentation du poids du rein qui associe une glomérulosclérose. Ce qui fait qu'on a utilisé cette NOAEL à 0,5 mg par kilo pour ensuite définir une DJA chez l'espèce humaine, alors que finalement, cette néphrotoxicité n'a jamais, pour l'instant, été observée chez l'homme. Au niveau du foie, ben, on observe une hépatotoxicité avec une hépatomégalie, une stéatose légère, donc c'est finalement le foie qui va devenir comme le foie gras, qui va se gorger de lipides, et de la nécrose focale. En parallèle, on observe, lorsqu'on fait de l'anapate, une prolifération du réticulum endoplasmique lisse où sont localisés les fameux cytochromes P450. En parallèle, que ce soit chez le rat et chez la souris, on a pu observer une augmentation des carcinomes hépatocellulaires. Par contre, la chlordécone n'est pas génotoxique, n'est pas mutagène. En fait, elle est très stable chimiquement et ne va pas pouvoir interagir directement avec l'ADN. Donc, ce n'est pas via un effet mutagène, c'est via un effet de promoteur. Finalement, la chlordécone probablement augmente la prolifération des cellules et conduit finalement petit à petit au développement d'un cancer chez le rat et la souris. Ce qui finalement a conduit l'IARC à la classer comme cancérogène plausible, donc classe 2B chez l'homme, sachant que pour l'instant, il n'y a pas encore été mis en évidence de cancer du foie chez des humains. Au niveau de la fertilité, on observe notamment une atteinte de la spermatogénèse au-delà de 0,5 mg par kilo, avec à la fois une atteinte fonctionnelle et quantitative, avec une diminution de la viabilité et de la motilité des spermatozoïdes. Cette atteinte de la spermatogénèse associe une diminution des vésicules séminales et de la prostate. Et lorsqu'on expose de très jeunes animaux à la chlordécone, on va carrément se rendre compte d'une atrophie testiculaire. Chez les femelles, l'effet est moins important. On voit une absence de corps jaune et une diminution du taux de LH. Par contre, il n'y a pas de retentissement sur la fertilité. Au niveau des études sur le développement, les études ont été entreprises à des doses très élevées, de l'ordre supérieur à 10 mg par kilo. À ce moment-là, on a pu quand même mettre en évidence une diminution de la taille et de la survie de la portée, une diminution du poids des petits à la naissance qui présentaient des malformations. Donc on pourrait s'attendre à un effet tératogène. Par contre, le souci, c'est qu'il y a une très forte toxicité chez la mère et donc on ne peut pas
clairement conclure à un effet tératogène. Il y a eu également quelques études réalisées sur l'impact de la chlordécone sur le système immunitaire. On a donc utilisé des modèles animaux, soit des souris ovariectomisées, soit au contraire des souris qui vont développer spontanément des lupus érythémateux. Et on montre que finalement, la chlordécone réduirait le délai d'apparition de ces maladies auto-immunes et également l'intensité des manifestations cliniques associées. Par contre, pour l'instant, il n'y a aucune relevance pour la population antillaise, sachant que les doses qui ont été utilisées étaient des doses très importantes. Alors, quelques données sur le mécanisme in vitro. Donc, effectivement, on sait que la chlordécone active le récepteur aux estrogènes ER-alpha. Par contre, lorsqu'on regarde l'effet de la chlordécone en comparaison de l'estradiol, qui est finalement l'estrogène naturel, on voit que la chlordécone a des effets de l'ordre de 1000 fois inférieurs. Ce qui fait qu'effectivement, pour l'instant, il n'y a aucune étude sur les mécanismes épigénétiques qui pourraient renforcer cet effet estrogénique de la chlordécone. Nous allons maintenant passer aux quelques données épidémiologiques qu'on a à se mettre sous la dent. Donc, il n'y a que, à l'heure actuelle, 3 études épidémiologiques qui ont été publiées. Alors, je vais vous commencer par le Kepon syndrome. C'est finalement ce qui a été observé à Hopewell. Donc, rassurez-vous, ce n'est pas du tout extrapolable à la population antillaise, sachant que là, les doses auxquelles étaient exposés les travailleurs étaient de très fortes doses. Par contre, on a pu observer des troubles neurologiques avec des tremblements, de l'irritabilité, mais ça pouvait aller carrément jusqu'à des hallucinations auditives et visuelles, et en parallèle, des atteintes testiculaires avec une modification du spermogramme. L'apparition de ces troubles apparaissait dès des seuils de concentration plasmatique supérieurs à 1 mg par ml. Donc par rapport à l'augmentation, on va voir sur le risque de cancer de la prostate, c'est des taux circulants 1000 fois supérieurs. Et ces effets, qu'ils soient neurologiques ou sur la fonction de reproduction, étaient réversibles. Par contre, c'est finalement ce qui a conduit les États-Unis à interdire en 1973 l'usage de la chlordécone. Alors, pour les Antilles, on va faire une petite pause pour rappeler le contexte. On sait qu'à peu près entre la Martinique et la Guadeloupe, il y a à peu près 800 000 personnes. Il y a entre 20 et 30 000 hectares qui sont contaminés, et c'est essentiellement des bananeraies, ce qui fait que la population générale s'expose au travers de l'alimentation. Et du coup, l'enquête réseau menée entre 2005 et 2006 a pu quand même montrer que 11% des aliments sont contaminés. Ce sont essentiellement les poissons, les crustacés, les légumes racines et les cucurbitacées. Et dans l'étude Hibiscus, on a pu montrer que 40% des prélèvements de lait maternel renfermaient de la chlordécone. Au niveau de la distribution de la contamination, elle est liée à l'usage agricole de la chlordécone, ce qui fait qu'en Guadeloupe, les zones de culture bananière sont relativement circonscrites. Donc, les zones contaminées sont très bien identifiées, contrairement à la Martinique, où finalement les bananeraies étaient plus étendues, mais hélas, la durée de culture de la banane était beaucoup plus courte, ce qui fait que les terres cultivées potentiellement contaminées sont beaucoup plus étendues, et la proportion de cultures vivrières concernées est beaucoup plus importante qu'à la Guadeloupe. Alors du coup, ça a quand même conduit nos agences réglementaires à fixer des limites maximales de résidus pour la chlordécone. Au niveau des produits végétaux, il y a 2 conditions. Il y a les denrées qui sont cultivables sous climat tropical. Donc c'est le cas des Antilles, où là on a des taux qui peuvent aller jusqu'à 20 microgrammes par kilo. Alors que les denrées les végétaux qui sont cultivés dans les pays tempérés, la limite est uniquement de 10 microgrammes par kilo. Concernant les animaux, là, les animaux aquatiques, c'est de l'ordre de 20 microgrammes par kilo. Pour les animaux terrestres, à l'exception des oiseaux, c'est 100 microgrammes par kilo. Et pour les oiseaux, on a défini du 200 microgrammes par kilo. Et d'une façon générale, il y a la loi de 1/5, c'est-à-dire que finalement, le sol contaminé par la chlordécone est susceptible de transmettre 1/5 de sa contamination aux végétaux qui y poussent. Du coup, finalement, les populations à risque, à la rigueur, au début, on pensait que c'était les anciens travailleurs des bananeraies.
voir les riverains des bénaneraies. Et finalement, on se rend compte que c'est la population générale, avec notamment deux populations à risque, le nourrisson qui va s'exposer au travers du lait maternel, mais également lorsqu'il va y avoir la diversification alimentaire au travers de certains légumes traditionnellement utilisés. Également la femme enceinte, puis qu'il va y avoir un passage de la barrière hémato-placentaire. Au niveau de l'imprégnation, alors là je suis désolé, peut-être vous voyez mal les chiffres. Globalement, on voit que toute la population antillaise est plus ou moins exposée à la chlordécone. Les concentrations qu'on observe sont très comparables à celles qui avaient été mesurées au niveau des résidents d'Hopewell. Et donc, on peut s'attendre également à des conséquences sur la santé. En ce qui concerne l'exposition, donc on voit que, hélas, les populations les plus exposées sont les enfants, notamment les groupes de 3 à 5 ans, et après les enfants de 6 à 10 ans. Par contre, ça ne figure pas sur ce tableau, mais on sait également que les ouvriers et les retraités sont également plus exposés à la chlordécone que le reste de la population, parce que finalement, ils vont cultiver leurs propres légumes dans leur jardin. Il suffit que finalement le sol soit contaminé pour que les légumes le deviennent. Et c'est également des gens qui ont plus recours à des circuits courts ou informels de distribution, donc finalement vont aller acheter les légumes auprès du voisin qui cultive juste à côté de chez lui. En zone contaminée, ce sont les enfants de moins de 18 mois qui est la moins exposée. Par contre, les enfants de 3 à 5 ans vont être les plus exposés à la chlordécone. Et cette exposition se fait essentiellement au travers des poissons et des crustacés et des légumes racines. Donc sur ce graphique, vous avez l'évolution de la consommation en fonction de l'âge. On voit que finalement, chez le jeune enfant, au début, il va être exposé à la chlordécone au travers du lait maternel. Et lorsque la diversification va commencer à se faire, ça va être essentiellement à travers les poissons et les crustacés. Au niveau de ce qu'on peut espérer d'Hopewell, hélas, toutes les données ne sont pas du tout extrapolables à la population antillaise, vu que c'était de très fortes doses auxquelles étaient exposés les travailleurs d'Hopewell. Actuellement, en faisant la biblio, j'ai pu retrouver que 3 études épidémiologiques qui ont été entreprises dans la population antillaise. Ces 3 publications épidémiologiques systématiquement mettent en avant un effet de type perturbateur endocrinien, puisqu'on a une augmentation du risque de cancer de la prostate, un effet des expositions pré- et postnatales sur le développement du nourrisson et un effet d'une exposition maternelle sur le risque de prématurité. Donc, en ce qui concerne le cancer de la prostate, c'est les études de Multinier et Blanchet, qui est une étude 4 témoins qui a quand même inclus 709 personnes atteintes de cancer de la prostate et 700 sujets sains. Donc c'est quand même une forte robustesse. Et finalement, cette étude a pu montrer qu'il y avait une augmentation significative du risque de cancer de la prostate dès lors que les taux circulants de chlordécone dépassaient le microgramme par microlitre. En parallèle, cette étude s'est également étudiée au polymorphisme génétique de l'aldokétoréductase qui métabolise la chlordécone. Et on voit que finalement, les sujets qui sont des métaboliseurs lents de l'aldokétoréductase ont un risque accru de voir se développer un cancer de la prostate. Et finalement, on peut même montrer, au sein d'hommes qui présentent des antécédents familiaux, que l'exposition à la chlordécone peut augmenter d'un facteur 5, ce qui est énorme, le risque de cancer de la prostate. En ce qui concerne les données sur le développement du nourrisson, donc c'est toujours Multinier, mais cette fois-ci qui a travaillé avec Cordier. Il a entrepris une grande cohorte mère-enfant qu'il a baptisée Timoun, avec 1042 femmes incluses et 153 nourrissons. L'objectif de cette étude, c'était d'étudier l'impact de l'exposition prénatale. Donc pour évaluer l'exposition prénatale, ils ont dosé la chlordécone dans le sang du cordon, mais également d'évaluer la conséquence de l'exposition postnatale. Et donc du coup, ils ont dosé la chlordécone dans le lait maternel et regarder les habitudes alimentaires lors de la diversification. Et l'objectif est d'évaluer l'effet de la chlordécone sur le développement cognitif, visuel et moteur du nourrisson à l'âge de 7 mois.
En ce qui concerne l'exposition prénatale au chlordécone, on a montré une association significative avec une réduction du score de préférence visuelle pour la nouveauté, ainsi qu'un faible score sur l'échelle du développement de la motricité fine. En ce qui concerne l'exposition postnatale, donc là, on a à la limite de la significativité. Par contre, on a quand même mis en évidence une réduction de la vitesse d'acquisition de la mémoire visuelle et une réduction de la préférence visuelle pour la nouveauté. Par contre, l'exposition postnatale au chlordécone par l'allaitement n'apparaît associée à aucune modification du développement psychomoteur. Maintenant, en ce qui concerne l'étude du risque de prématurité, on va retrouver toujours Multigny et Cordier. Ils continuent à étudier la cohorte Timoun, ce qui fait qu'ils ont pu estimer que l'exposition maternelle au chlordécone est associée de façon significative à une réduction de la durée de la grossesse et à une augmentation du risque de prématurité. Hélas, au travers de cette étude épidémiologique, ils ne peuvent pas associer cet effet aux propriétés estrogéniques et progestagéniques du chlordécone. Par contre, ils souhaitent continuer à étudier la cohorte Timoun pour finalement évaluer si la prématurité n'aura pas un impact sur les développements des enfants. Là, un petit rappel finalement sur la difficulté des études des perturbateurs endocriniens et montrer que finalement toutes les études toxicologiques qui ont permis de définir des doses journalières admissibles dans l'alimentation ne sont hélas pas cohérentes vu le problème de la perturbation endocrinienne. Les perturbateurs endocriniens, contrairement aux autres toxiques où il y a le vieux principe de Paracels qui est que rien n'est poison, tout est poison, c'est la dose qui fait le poison. Là, ça ne marche pas du tout vu que les perturbateurs endocriniens ont des réponses en U ou au contraire en U inversé, ce qui fait que des très faibles doses ont des effets beaucoup plus marqués que de très fortes doses. Se rajoute le problème de la fenêtre d'exposition. Donc hier, nous avons vu qu'effectivement, une exposition au DDT avant la puberté était associée lors de la puberté à une augmentation du risque de cancer du sein. Pour rajouter la difficulté d'étude, il y a toujours un délai entre l'exposition aux perturbateurs endocriniens et la pathologie qui va se manifester, notamment pour les atteintes de la fonction de reproduction, où il va falloir attendre la puberté pour que les premiers symptômes cliniques apparaissent. Pour faire encore un peu plus monter la mayonnaise, il y a le problème des effets cocktails. Donc si je vous prends l'exemple de 4 composés antiandrogéniques, donc un phtalate, donc un plastifiant, 2 fongicides, la vinclozoline et le prochlorase, et un médicament antiandrogène, le finastéride. Lorsque on administre ces composés individuellement, ils n'ont aucun effet. Par contre, lorsqu'on les associe ensemble, on voit une réduction de la distance anogénitale. Et finalement, en toxicologie, lorsqu'il y a une réduction de la distance anogénitale, ça montre un effet tératogène de la molécule. À côté de ça, c'est la difficulté d'étudier les perturbateurs endocriniens, parce que finalement, on s'est rendu compte que ce n'était pas que le mécanisme génique, finalement, l'activation d'un facteur de transcription et derrière l'augmentation de la transcription des gènes, c'était finalement un épiphénomène, que la majorité des mécanismes passaient par des mécanismes épigénétiques. Et le gros souci, c'est que l'industrie chimique, qui maintenant doit étudier l'effet perturbateur endocrinien, a déjà signifié aux États qu'effectivement elle était d'accord à condition que ce soit le consommateur final qui porte le surcoût de ces études, bien sûr. Ils ont également dit, on est OK pour étudier la partie génique, donc effectivement ça ne coûte pas cher. Ils ont dit, nous on est gentils, on ne va pas faire souffrir des animaux, on va travailler in vitro. Ce n'est pas du tout parce qu'ils ne voulaient pas faire souffrir des animaux, c'est que ça coûte beaucoup moins cher de travailler in vitro que de travailler in vivo chez l'animal. Par contre, ils se refusent, bien entendu, à étudier les mécanismes épigénétiques qui font appel à de la biologie moléculaire de haute voltige et donc du coup à des études beaucoup plus coûteuses que ne sont les études géniques classiques. Donc du coup, je me suis dit, je vais regarder ce qui se passe avec le DDT, qui a été très largement étudié en tant qu'organolepte couré, et ce qui se passe avec la chlordécone. Donc on retrouve qu'effectivement le DDT en fonction des études a été associé à une augmentation du risque de cancer de la prostate, même chose pour la chlordécone.
On voit que le DDT est associé à une augmentation du risque du cancer du sein et du cancer des testicules. Pour l'instant, il n'y a aucune donnée épidémiologique disponible pour la chlordécone. Que le DDT, comme la chlordécone, est associé à de la prématurité. Le DDT a été associé à de l'obésité, mais là encore, aucune de données chez la chlordécone. Et par contre, il n'y a pas d'études sur l'effet du DDT sur le développement cognitif et moteur de l'enfant, alors qu'il y a des données qui existent chez la chlordécone. Mais par contre, très probablement, hélas, dans les dizaines d'années à venir, on va voir sûrement une augmentation du cancer du sein et du cancer des testicules dans la population antillaise. Également des problèmes d'obésité. Déjà, vous avez les données parce qu'il n'y a rien de publié. Moi, j'ai fait les biblios. Il n'y a rien de publié officiellement. Donc, du coup, en conclusion, c'est rappeler que c'est la consommation d'aliments contaminés, notamment les poissons, les crustacés, les légumes racines et les cucurbitacées, qui sont la source principale d'exposition à la chlordécone de nos jours pour la population antillaise. Et là, ce sont les enfants de 3 à 5 ans qui sont les plus exposés. Par contre, les 3 études épidémiologiques disponibles actuellement dans les Antilles montrent un effet perturbateur endocrinien, donc cancer de la prostate, un effet sur le développement cognitif et moteur du nourrisson, et un raccourcissement de la grossesse et une augmentation de la prématurité. Par contre, je voudrais mettre un bémol, c'est que finalement, les Antillais, vous avez un très bon régime alimentaire, qui est un régime alimentaire de type méditerranéen, où finalement il y a très peu de viande. Ah, vous avez parce que... Et du coup, il faudrait garder ce régime alimentaire, parce qu'effectivement, quand on regarde les données au niveau du régime alimentaire grec, finalement, un régime crétois, ça marche tout aussi bien sur le risque cardiovasculaire que de manger des statines. Donc, quelque part, il vaut mieux se régaler en mangeant que derrière manger des médicaments. Donc, du coup, je pense qu'il faut quand même que les Antillais conservent ce régime alimentaire au mieux, en essayant par contre de réduire au plus l'exposition de la population. Et ça se fera par un choix éclairé des légumes et des aliments qu'ils vont acheter, en essayant de réduire au maximum les circuits un peu douteux, on va dire, d'alimentation. Merci de votre attention.